Aujourd'hui, 27e leçon de notre MOOC, nous allons voir particulièrement les aspects méthodologiques liés à la phase 3. Alors, ce petit schéma rappelle en fait où nous en sommes du développement de notre projet selon notre modèle de design thinking. Avant de détailler le sujet du jour, il nous semble utile de rappeler quel a été le parcours d'un groupe d'étudiants qui a travaillé sur ce projet. Nous allons prendre en fait en exemple le travail du groupe d'étudiants numéro 1, c'est-à-dire Romain, Julien, Marc, Lucille et César, et le représenter donc sous la forme d'un tableau synoptique pour en bien comprendre en fait la démarche. Nous allons ainsi pouvoir repréciser la terminologie employée pour nommer chaque matérialisation du projet au cours de son développement. Rappelons-les tout de suite, la phase 0, on parle de l'écriture d'une posture, c'est en quelque sorte un positionnement par rapport à la thématique proposée. On le fait en une phrase courte ou un petit paragraphe grand maximum qui prend en compte les données multichamps donc issues du travail de veille de la phase 0. Ensuite, en phase 1, on a parlé de l'établissement des hypothèses de travail par association des données issues de la phase de veille. En phase 2, nous avons parlé de développement d'axe design ou de concept design ou d'avant-projet. Tous ces noms décrivent en fait un même objet. Par choix, donc ces avant-projets sont faits par choix ou synthèse des propositions de travail de la phase précédente. Ensuite, en phase 3, on parle de proposition finale ou projet finalisé, donc issu du choix d'un des avant-projets de la phase précédente. Enfin, en phase 4, on parle évidemment toujours du projet, mais à ce stade, on parle plutôt en fait d'éléments de communication du projet. Donc voici ce tableau résumant ces différentes notions au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc la première ligne horizontale noire, on voit les différentes phases. Sur la deuxième ligne en gris, nous voyons plutôt l'emplacement des différents noms que nous avons utilisés là, précédemment. Et puis en dessous, sous un aspect un petit peu tableau, matriciel, nous voyons comment se sont déroulées les différentes actions entre la posture, ici déterminée, les différentes hypothèses, donc 3 hypothèses de travail qui se sont déclinées chacune en 2 sous-hypothèses, et puis comment en phase 2, en mélangeant quelques sous-hypothèses, on a pu déterminer les 2 concepts forts, donc Libato et puis 5 au carré, espace de coworking qui a été finalement la proposition aboutie donc, pour la finalité de ce projet. Regardons plus en détail les aspects innovation émotionnelle, c'est-à-dire nous parlons de la description complète de la forme. Alors, voyons maintenant le travail de l'argumentaire du groupe d'étudiants 4 qui ont travaillé sur le projet Nymphéa. D'abord, parlons de leur posture. Ils ont déterminé en 2 phrases en fait cette posture de manière assez belle, poétique et complète. La voici. Le nom de Nymphéa fait explicitement référence à l'univers de la flore aquatique. Ce nom se réfère particulièrement à la station de surface de notre objet. Cette position lui permet de se placer dans un rôle d'interface entre 2 mondes, immergé et émergé. Cette position peut être interprétée comme un signe d'équilibre entre les qualités duales induites par cette notion d'immersion, qu'elle soit relative à l'inclusion intérieure-extérieure ou à sa verticalité au bas. On le voit bien là, cette description conceptuelle nous permet à la fois de prendre rapidement pied dans la description de notre projet, mais aussi de nous accompagner jusqu'à l'argumentaire marketing à la fin du projet en phase 4. Toujours sur l'aspect innovation émotionnelle, qu'utilise-t-on comme support pour démontrer la construction formelle proposée? Eh bien voici, sur le projet Nymphéa, quelques esquisses, à la fois dessins et puis maquettes, issues d'expériences sur l'eau en statique, des croquis de recherche formelle, et puis enfin des présentations un peu plus précises sous forme d'images de synthèse en 3D. Évidemment, cette image de synthèse en 3D doit être aussi mise dans un contexte qui s'apparente à une mise en situation réelle, comme ici sur un des bassins du quartier Confluence. Enfin, une maquette échelle 1, à chaque fois qu'on peut la faire, là la faible dimension de l'objet permettait de la réaliser, une maquette échelle 1 est préférée. Évidemment, il faut aussi des plans de description précis des formes. Voici un exemple venant d'une agence de design, Design Utility. Alors c'est un objet assez complexe puisque c'est une visu de proximité oculaire. Donc l'usage de vues issues de fichiers numériques établis à l'aide d'un logiciel de dessin et de modelage est parfois incontournable.
Il sera ensuite facile de transmettre la description de la forme sous forme de fichier à partir duquel pourra travailler le partenaire industriel, par exemple pour réaliser des moules d'injection. Avec cette visu de proximité oculaire, donc, on voit un petit schéma pour comprendre très rapidement où le projet se situe. Voilà, là donc sur une tête d'un utilisateur apparemment humain. Et en même temps, on voit des vues numériques qui permettent de comprendre en fait un aspect relativement sophistiqué et finalisé des formes. Évidemment, pour un objet de ce type-là, le dessin numérique est plus intéressant que le dessin à la main. Toujours sur cet exemple de la visu de proximité oculaire, on voit bien là que dans un dossier de transmission, ce sont des éléments issus d'un dossier de transmission, d'études de design, que les différentes vues numériques permettent aussi de faire des variations sur les couleurs et les finitions, qui sont évidemment annotées, décrites. Et puis, on peut se servir du prototypage rapide, comme ici une stéréolithographie, pour avoir évidemment un dimensionnement en 3D qu'on peut manipuler et qui va bien sûr accompagner le dossier de transmission. Mais pour des objets de plus grande dimension. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué de réaliser des maquettes échelle 1. Donc on a un choix de représentation finalement très large. On voit ici différents exemples. Par exemple, la perspective, le dessin perspective d'une grosse machine à imprimer de technologie flexographique qui est faite à la main à partir de la photo d'une maquette d'un groupe. Voilà. On voit en dessous un autre exemple, c'est-à-dire une planche à voile. C'est un plan de carène, c'est un autre type de représentation d'un objet de grande dimension où les aspects hydrodynamiques sont importants à mettre en avant. Et puis enfin, une vue en 3D d'une proposition d'habitat individuel. Évidemment, on sait que cette vue en 3D sera accompagnée de plans et de vues en perspective des espaces intérieurs. Bien sûr, à chaque projet correspondra des choix donc, de médias techniques pour comprendre en fait l'entièreté du projet. Pour l'aspect maquette, toujours pour les objets de grande dimension, on ne va évidemment pas maqueter échelle 1. Par contre, on va pouvoir faire des maquettes à échelle réduite, ce qui permettra de comprendre ici, sur le projet 5 au carré, donc l'organisation spatiale d'un espace de coworking en suspens au-dessus de la Saône. On voit là que cette maquette a été réalisée en découpe numérique sur une machine à découpe laser à partir d'un simple fichier Illustrator. En ce qui concerne l'innovation par l'usage, il s'agit de décrire complètement les modes d'usage. Revenons sur le travail du groupe 1 avec cet espace de coworking. Ils ont réalisé une vidéo, voyez, assez abstraite. Voici quelques images qui résument cette vidéo. C'est une espèce de storyboard, finalement, de la description à la fois conceptuelle de leur projet, mais également des principales séquences d'usage de cette proposition. On voit bien qu'il est inutile de réaliser des décors spécifiques. Ils s'en sont sortis en fait avec voyez, des éléments extrêmement simples et ce fut très efficace. Pour un autre exemple, là, issu d'une école de design, l'école de design de Nantes et son laboratoire de design des nouvelles pratiques alimentaires, une pratique assez répandue dans cet atelier, qui est une représentation de scénario d'usage. Ici, c'est un repas de rue à manger à la main, où on comprend bien les différentes étapes de consommation de ce repas, présentées sous une forme particulière, mais également les positions assez précises des mains pendant ces séquences d'usage, qui nous renseignent déjà assez précisément sur l'ergonomie. Nos étudiants n'ont pu aborder dans les délais impartis à ce projet pédagogique tous les aspects détaillés liés aux usages, sauf pour des projets reposant sur des interfaces utilisateurs qui ont pu être testés par des maquettes numériques. Nous allons donc reprendre des exemples de l'agence de design, Design Utility, et notamment le cas un peu pointu de cette visu de proximité oculaire. En effet, il faut montrer que la conception de cette proposition repose sur une prise en compte précise de la physiologie des utilisateurs. Et leur tête présente des dimensionnements fort différents et on montre ainsi l'impact sur la constitution du produit de ces conditions d'adaptation aux diverses morphologies. On le voit avec ces différents schémas. Toujours en ce qui concerne l'innovation de process et la description technique ainsi que les choix technologiques et les choix matières, voici encore un exemple de Design Utility qui est une proposition réalisée d'un nouveau concept de pose de médaillons rotuliens dans le cadre des prothèses totales du genou.
On voit ici un plan d'ensemble, fait curieusement à la main, mais qui est extrêmement efficace en termes de communication par rapport à un public concerné, c'est-à-dire des chirurgiens et puis des responsables de produits. Évidemment, on le voit ici à droite, des dessins en CAO, permettant aussi des vues en CAO, des coupes en CAO, permettant de voir tous les détails techniques d'assemblage et de cinématique liés à l'usage de cette proposition. Sur les aspects contextuels et business, enfin, il ne faut pas oublier un élément essentiel pour démontrer cet autre aspect de la viabilité. On va revenir à la notion de réseau d'acteurs qui est constamment mis à jour, je le rappelle, et dans lequel s'inscrit le projet. Il préfigure la stratégie de valorisation et de déploiement du projet. Cet aspect a été détaillé lors de la leçon précédente. La prochaine leçon vous propose un focus sur le prototypage rapide et les réseaux de Fab Lab. Aujourd'hui, nous avons détaillé les objectifs et les actions à mener au cours de cette phase de finalisation du projet, notamment sur les aspects argumentation et type de documents à produire. Nous sommes prêts maintenant à aborder la phase suivante, phase 4, valorisation et déploiement du projet.